Je m'appelle Élise, j'ai 32 ans, et pendant 7 longues années, j'ai cru vivre un conte de fées avec l'homme parfait. Mais un vendredi soir d'orage, alors que je rentrais à l'improviste dans notre domaine familial, ma belle-sœur m'a violemment poussé dans l'étroit placard de l'entrée en chuchotant, le visage décomposé par la terreur. « Cache-toi vite !» C'est là, tremblante dans l'obscurité, le souffle coupé, que j'ai entendu la voix glaciale de mon mari prononcer mon nom, suivie d'une phrase qui allait pulvériser la moindre illusion de mon existence. Avant que je ne vous raconte comment j'ai méticuleusement détruit la vie de cet homme pièce par pièce, prenez un instant pour aimer cette histoire et vous abonner, mais seulement si mon témoignage résonne en vous. Laissez également votre position géographique et l'heure locale dans les commentaires. J'ai besoin de savoir d'où vous m'écoutez au moment où ces mots vous parviennent. Laissez-moi vous ramener au tout début, aux fondations d'un mariage qui ressemblait à une couverture de magazine sur papier glacé, mais qui dissimulait en réalité la plus macabre des scènes de crimes psychologiques. Marc et moi nous étions rencontrés lors d'une vente aux enchères caritatives à Paris. Il était un chirurgien esthétique de renom, le genre d'homme charismatique qui pouvait captiver une salle entière avec un simple sourire et une coupe de champagne à la main. J'étais alors une jeune conservatrice de galerie d'art, passionnée, indépendante, avec des rêves qui s'étendaient bien au-delà des beaux quartiers parisiens. Nous étions censés être des partenaires, des égaux dans une vie pleine de promesses. Quand il a décidé d'ouvrir sa propre clinique privée, j'ai utilisé l'intégralité de mon héritage maternel, soit 120 000 €, pour sécuriser le bail des locaux dans le très chic 8e arrondissement. Mais d'une manière ou d'une autre, au fil des années, ce projet commun est devenu exclusivement le sien. Il est devenu le visage de l'entreprise, le génie médical que tous les magazines s'arrachaient, celui qui donnait des conférences à travers toute l'Europe. Moi, j'ai été lentement et insidieusement relégué dans l'ombre, gérant la comptabilité, le design intérieur de la clinique, la décoration, et finalement, je suis resté à la maison pour m'occuper de l'intendance de notre somptueux domaine en Normandie. Marc m'avait convaincu que c'était une situation temporaire. Il me disait souvent, en m'embrassant tendrement sur le front, qu'une fois que la clinique aurait atteint son premier million de chiffre d'affaires, nous engagerions un gestionnaire de patrimoine et je pourrais rouvrir ma propre galerie. Je l'ai cru avec une naïveté qui me donne aujourd'hui la nausée. Je l'ai cru quand le premier million a été atteint, puis le deuxième, et qu'il m'a expliqué avec un ton faussement désolé que ce n'était pas le bon moment pour perturber notre dynamique financière. Je l'ai cru quand il a commencé à multiplier les réunions tard le soir, justifiant que ses clients fortunés, des acteurs et des politiciens, exigeaient une discrétion absolue et ne pouvaient consulter qu'en dehors des heures d'ouverture. Je l'ai cru quand il a brusquement changé le code de son téléphone personnel, arguant que les nouvelles lois sur le secret médical l'obligeaient à une sécurité draconienne pour protéger les dossiers de ses patients. C'est exactement ainsi que fonctionne la manipulation mentale, ce qu'on appelle le gaslighting. Cela ne se produit jamais d'un seul coup, comme une explosion. Ce n'est pas une coupure de courant brutale, mais une lumière qui baisse si lentement que vos yeux s'habituent à la pénombre, jusqu'à ce que vous oubliez complètement à quoi ressemble la lumière du jour. Marc était un véritable maestro de cette obscurité progressive. Si je lui demandais pourquoi ses chemises portaient parfois une odeur de tabac froid et de parfum lourd et sucré, un parfum que je ne portais jamais, il me regardait avec une inquiétude si sincère, si palpable, et me disait que j'étais surmené, que j'imaginais des choses après avoir passé trop de temps seul dans cette grande maison. Il me coulait un bain chaud, me servait un verre de vin hors d'âge et parvenait à me faire douter de ma propre santé mentale, tout en me persuadant qu'il était le mari le plus dévoué de la terre. À l'aube de cet automne, nous avions sombré dans une routine de richesse et d'illusions parfaitement chorégraphiées. Nous vivions dans un manoir du XIXe siècle, rénové à quelques kilomètres de Deauville, entouré de plusieurs hectares de forêt. Marc négociait le rachat d'une clinique concurrente à Genève pour étendre son empire. Ses parents, des aristocrates fauchés mais terriblement hautains, venaient dîner tous les dimanches et me traitaient avec cette politesse condescendante réservée au personnel de maison qualifié. Tout semblait parfait en surface, mais tout n'était qu'un tissu de mensonges mortels. L'effondrement a commencé un vendredi de novembre. J'étais censé partir pour un séminaire d'histoire de l'art à Paris, un événement de 3 jours que j'attendais depuis des mois. C'était ma première tentative de renouer avec mon ancienne vie. Marc m'avait encouragé avec un enthousiasme qui, rétrospectivement, aurait dû me paraître suspect. Il m'avait même réservé une suite dans un hôtel luxueux près du Louvre.
Je suis parti le matin, sous une pluie battante. Mais arrivé à mi-chemin, sur l'autoroute, une migraine ophtalmique foudroyante m'a frappé. Ma vue s'est brouillée. La douleur irradiait mon crâne, et j'ai compris que je serais incapable d'assister à la moindre conférence. J'ai fait demi-tour, décidant de rentrer me reposer dans le silence de notre campagne. Je n'ai pas prévenu Marc. Il était censé opérer toute la journée à Paris et ne rentrer que tard le soir. Je voulais juste me glisser dans mon lit, prendre des analgésiques et dormir. La pluie redoublait de violence quand j'ai passé les grilles de notre domaine en fin d'après-midi. En garant ma voiture sous les arbres plutôt que dans l'allée principale, par pur automatisme à cause des bourrasques de vent, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. 3 voitures de luxe que je ne connaissais pas étaient stationnées près de l'entrée de service. Il y avait aussi la Porsche de Marc, couverte de boue. Il n'était pas à Paris, il était ici, et il n'était pas seul. Une étrange sensation d'angoisse a serré ma gorge. Je n'ai pas pris la porte d'entrée principale. Je suis passé par la porte de la buanderie, à l'arrière, celle que nous utilisions quand nous rentrions de la forêt, avec des bottes pleines de terre. La maison était silencieuse, mais d'un silence lourd, électrique. J'ai retiré mes chaussures trempées et j'ai avancé à pas de loup dans le corridor menant au grand salon. C'est à cet instant précis qu'une main glacée s'est abattue sur ma bouche, m'arrachant un gémissement étouffé. J'ai été brutalement tiré en arrière. Une force inattendue m'a soulevé et projeté dans le renfoncement obscur du grand placard de l'entrée, là où nous rangions les manteaux d'hiver. La porte s'est refermée sur nous, nous plongeant dans les ténèbres totales, à l'exception d'une fine ligne de lumière filtrant sous la porte. Mon cœur battait à tout rompre. Je me débattais aveuglément quand une voix familière, tremblante et chargée de larmes, a murmuré à mon oreille. « Cache-toi vite, ne dis pas un mot, Élise. S'il te plaît, pour l'amour du ciel, ne respire même pas. » C'était Camille, la petite sœur de Marc. Camille, qui était censée étudier à Londres. Camille, qui m'avait toujours regardé avec une sorte de pitié nerveuse que je n'avais jamais comprise. Ses mains s'agrippaient à mes épaules avec l'énergie du désespoir. Elle sentait la cigarette froide et la peur animale. J'ai voulu parler, lui demander ce qui se passait, pourquoi son frère était là, quelles étaient ses voitures dehors, mais elle a plaqué ses 2 mains sur mon visage pour me faire taire. Son regard, que je devinais dans l'ombre, était braqué sur la fente lumineuse sous la porte. Des bruits de pas lourds résonnaient maintenant sur le parquet en chêne massif du couloir, se dirigeant vers le salon, juste à quelques mètres de notre cachette. Où est passée cette petite idiote de Camille? A grogné une voix d'homme. Ce n'était pas Marc, c'était une voix rocailleuse, autoritaire, une voix que je n'avais jamais entendue dans ma maison. « Laisse-la », a répondu la voix de mon mari. Ce timbre si doux et rassurant qu'il utilisait avec moi avait complètement disparu. Il sonnait froid, calculateur, imprégné d'une arrogance glaçante. Elle a peur de son ombre. Elle est probablement allée s'enfermer dans sa chambre. Concentrons-nous sur les documents. Le transfert doit être finalisé avant lundi. « Et ta femme ?» a demandé une voix de femme, aiguë et traînante. « Tu es sûr qu'elle ne va pas fouiner ?» Élise m'a toujours semblé être du genre à poser trop de questions quand elle s'ennuie. Mon sang s'est figé. C'était la voix de ma belle-mère, la mère de Marc. Que faisait-elle ici? Pourquoi parlait-elle de moi avec un tel mépris devant des étrangers? Élise? Marc a eu un rire bref, un son dénué de toute émotion humaine, un son qui a brisé quelque chose de fondamental à l'intérieur de ma poitrine. Élise est à Paris, en train d'admirer des toiles de maître comme la gentille petite bourgeoise naïve qu'elle est. Elle ne voit rien, elle ne comprend rien. Elle signe tous les papiers de la clinique les yeux fermés, tant que je lui dis que c'est pour notre avenir. J'ai cessé de respirer. Camille, près de moi, tremblait de tout son corps. « C'est bien », a repris la voix rocailleuse. « Parce que si l'Audi Suisse découvre les 3 millions d'euros manquants sur les comptes de la Fondation, il faut que l'argent ait une destination claire et un coupable idéal. Ne vous inquiétez pas, » a répondu Marc, le ton détaché, comme s'il discutait d'un simple dossier médical. Les comptes offshore ont été ouverts sous son nom de jeune fille. La clinique entière a été utilisée comme société écran, mais c'est sa signature électronique qui a validé tous les transferts frauduleux de ces 2 dernières années. Quand la police financière frappera à la porte, je serai le mari dévasté qui découvre que sa femme souffrait d'une addiction au jeu et de folie des grandeurs. Elle ira en prison et les liquidités seront en sécurité sur notre compte aux Bahamas. Je suis tombé à genoux dans l'obscurité du placard. Mes genoux ont heurté le plancher dans un bruit sourd,
heureusement masqué par le roulement du tonnerre à l'extérieur. Je me tenais le ventre, luttant contre la nausée fulgurante qui montait dans ma gorge. L'homme que j'aimais, l'homme pour qui j'avais sacrifié ma carrière, mon héritage, ma jeunesse, l'homme qui dormait dans mon lit, qui caressait mes cheveux, n'était pas simplement en train de me tromper ou de me quitter. Il avait méthodiquement passé les 2 dernières années à tisser une toile criminelle pour voler des millions d'euros à une fondation, et il m'avait érigé comme le bouc émissaire parfait pour endosser la peine de prison à sa place. Sa propre mère était dans le coup. Sa sœur savait. Mon monde entier était un abattoir, et j'étais le mouton que l'on caressait avant l'abattage. Les pas se sont éloignés vers le bureau de Marc, et j'ai entendu le lourd battement de la porte en chaîne se refermer, suivi du claquement de la clé dans la serrure. Le silence, brisé seulement par le martèlement de la pluie contre les fenêtres, est retombé sur la maison. Dans le placard, Camille s'est laissée glisser contre la paroi jusqu'à s'asseoir à côté de moi sur le sol poussiéreux. J'entendais son souffle saccadé, terrifié. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré, la voix brisée, osant enfin parler, bien que son murmure fût à peine audible. « Je voulais t'avertir, Élise. Je te le jure sur ma vie, mais il m'a menacé. Il a dit que si j'ouvrais la bouche, il ferait croire que j'étais complice. Ou pire, il me ferait enfermer en hôpital psychiatrique. Maman a accepté son plan dès le début pour éponger les dettes de jeu de notre père. Tu comprends? C'est une affaire de famille. Il te considérait comme une pièce jetable depuis le premier jour. » J'ai fermé les yeux, sentant les larmes chaudes brûler mes paupières, mais aucune n'a coulé. Le choc était trop massif, trop absolu, pour permettre une réaction émotionnelle normale. Ce que je ressentais n'était pas de la tristesse, ni même de la peur. C'était une paralysie froide, glaciale, la sensation de me réveiller soudainement sur les rails d'un train à grande vitesse alors que la locomotive approche à toute allure. « Comment sais-tu qu'il m'a poussé dans le placard ?» Et je chuchotais, essayant de maîtriser les tremblements qui s'emparaient de mes mains. « Comment as-tu su que j'arrivais? Je t'ai vu par la fenêtre du 2e étage quand tu t'es garé sous les arbres. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. S'il t'avait trouvé ici, Élise, il t'aurait tué. » Je la croyais. Au son de la voix de Marc dans ce salon, dénué de toute affection, de toute trace d'humanité, je savais qu'il serait capable de maquiller un accident domestique pour s'assurer que son plan se déroule sans encombre. Surtout si la police financière était déjà sur le point de découvrir le trou de 3 millions d'euros. « Où est le téléphone de Marc ?» ai-je demandé soudainement, une pensée cristalline perçant le brouillard de ma stupeur. Le vrai téléphone? Pas celui qu'il laisse traîner sur la table de nuit. Camille a hésité dans le noir, puis elle a tendu la main et a serré mon poignet avec force. Il a un coffre caché dans le mur de la bibliothèque, derrière l'édition originale de Baudelaire. C'est là qu'il garde le second téléphone, les clés USB contenant les relevés des comptes offshore et tous les documents de la Fondation suisse. Le code et la date de décès de notre père, le 14 octobre. J'ai pris une grande inspiration, avalant l'air vicié et chargé de naphtaline du placard. La femme faible, obéissante et docile, qui avait préparé le petit déjeuner de Marc ce matin-là, était morte, assassinée par la vérité. Et ce qui restait de moi était une machine froide, calculatrice, déterminée à survivre par tous les moyens nécessaires. « Je dois entrer dans ce bureau », ai-je soufflé. « Tu es folle !» s'est exclamé Camille dans un souffle terrifié. « Ils sont à peine à quelques mètres. S'ils t'entendent, ils discutent des transferts. Ils boivent sans doute le champagne que j'ai acheté hier pour célébrer leur victoire, » ai-je répliqué, la voix d'un calme qui m'a surprise moi-même. La bibliothèque est à l'étage, reliée au bureau par l'escalier de service. Ils ne m'entendront pas. Reste ici. Si quelqu'un approche, fais du bruit. Dis que tu cherchais un manteau. Je reviens dans 5 minutes. J'ai ouvert la porte du placard avec une lenteur exaspérante, priant pour que les charnières ne grincent pas. Le couloir était désert. J'ai enlevé mes collants humides, restant pieds nus pour ne faire aucun bruit sur le parquet. Comme un fantôme dans ma propre maison, je me suis glissé vers l'escalier, dérobé réservé autrefois aux domestiques, qui menait directement à la bibliothèque privée de Marc au 1er étage. La bibliothèque sentait le cuir neuf et la cire d'abeille. La pluie fouettait les grandes baies vitrées avec une fureur apocalyptique, étouffant tout autre son. J'ai avancé à pas feutrés jusqu'à la rangée de classiques de la littérature française. Mes doigts tremblaient lorsque j'ai saisi l'épais volume des Fleurs du Mal et les tiré vers moi. Derrière le livre, incrusté dans les boiseries murales, se trouvait un petit coffre-fort numérique.
Mon cœur frappait mes côtes comme un marteau-piqueur. J'ai tapé les chiffres. 1410. Un clic métallique sec s'est fait entendre. Le coffre s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait 2 passeports étrangers au nom de Marc, d'épaisses liasses de billets de 500 €, un téléphone portable noir et un disque dur externe. J'ai allumé le téléphone. Il n'avait pas de code, probablement parce que Marc le croyait en parfaite sécurité. Je n'avais pas le temps de fouiller. J'ai pris le téléphone de Marc, j'ai sorti le mien de ma poche et j'ai commencé à prendre des photos de l'écran avec une rapidité frénétique. J'ai photographié les messages WhatsApp échangés avec la mère de Marc, détaillant la mise en place des sociétés écrans à mon nom. J'ai photographié les relevés de comptes bancaires suisses falsifiés. J'ai pris des clichés de chaque écran prouvant sans l'ombre d'un doute qu'il était le cerveau de l'opération, que ma signature avait été contrefaite ou obtenue sous la ruse, et qu'il prévoyait de m'utiliser comme bouclier humain face à la justice. Le téléphone renfermait aussi autre chose. Des messages échangés avec une femme nommée A, des photos intimes, des conversations évoquant leur future vie dans une villa à Nassau, une fois que le problème Élise serait résolu. Même cela ne m'a pas fait pleurer. J'étais devenu anesthésié, transformé en une archéologue, disséquant les ruines d'une civilisation détruite. Après 3 minutes qui m'ont paru être des heures, j'ai éteint son téléphone secret. Je l'ai replacé exactement là où il était, avec les passeports et le disque dur, et j'ai refermé le coffre. J'ai remis le livre en place, j'ai effacé mes empreintes sur le clavier numérique, avec la manche de mon pull, et je suis redescendu par l'escalier de service, le cœur battant à tout rompre, serrant mon propre téléphone contre ma poitrine, comme s'il s'agissait du Saint Graal. J'ai rejoint Camille dans le couloir, près du placard. Elle pleurait silencieusement, assise sur le sol. « Viens avec moi », lui ai-je ordonné à voix basse, en la relevant par le bras. « Nous partons, par la porte de la buanderie. Où allons-nous » a-t-elle sangloté, trébuchante à mes côtés. « Marc me tuera s'il découvre que je t'ai aidé. Maman me reniera. Nous allons chez la seule personne de cette ville qui ait le pouvoir de détruire ton frère avant qu'il ne me détruise. » Ai-je répondu en enfilant mes chaussures détrempées, la tirant sous la pluie battante en direction de ma voiture cachée sous les arbres. Nous allons chez le procureur de la République. Le trajet jusqu'à la ville voisine s'est fait dans un silence tendu, ponctué seulement par le bruit des essuie-glaces luttant contre le déluge et les reniflements étouffés de Camille. Mon esprit fonctionnait à une vitesse vertigineuse. Je possédais désormais les preuves de l'innocence que je devrais plaider et de la culpabilité accablante de mon mari. Mais les preuves seules, stockées sur mon téléphone portable, ne suffiraient pas. Marc était un homme puissant. Il avait des avocats féroces, des connexions dans la haute société, des politiciens et des juges qui fréquentaient sa clinique et jouaient au golf avec lui le week-end. Si je portais plainte de manière traditionnelle, il utiliserait son réseau pour étouffer l'affaire, détruire ma réputation, me faire passer pour folle, hystérique ou vengeresse. Il parviendrait probablement à faire annuler les preuves obtenues illégalement. Non, je ne pouvais pas simplement aller au poste de police locale pour pleurer sur les épaules de l'officier de garde. Je devais frapper plus haut, plus fort, et sans aucun avertissement préalable. Je devais utiliser l'effet de surprise avec une précision chirurgicale. « Élise », murmura Camille depuis le siège passager, brisant le silence. « Le procureur, tu es sûr? S'il est de mèche avec Marc ?»« Il ne l'est pas », ai-je répondu fermement, gardant les yeux rivés sur la route glissante. Le procureur Vasseur mène depuis des mois une croisade publique contre la délinquance financière et la fraude fiscale des notables de la région. Marc le déteste, il l'a qualifié de chien de garde zélé lors d'un dîner le mois dernier. Vasseur n'a aucune allégeance envers ton frère, et il rêve sûrement d'épingler un homme aussi visible que Marc pour propulser sa carrière. Nous sommes arrivés au domicile privé du procureur Vasseur, une imposante bâtisse en pierre de taille à la périphérie du centre-ville, vers 20 heures. Je savais où il habitait, car Marc et moi y avions été invités une fois pour une réception caritative que le procureur avait donnée l'année précédente, bien avant que Marc ne commence ses montages frauduleux avec la Fondation suisse. J'ai garé la voiture un peu plus loin dans la rue sombre, et j'ai dit à Camille de m'attendre à l'intérieur, les portes verrouillées. Je suis sorti sous la pluie froide, j'ai traversé le trottoir et j'ai appuyé longuement sur la sonnette du portail. J'étais trempé, mes cheveux collés à mon visage, sans maquillage, grelottante, et j'avais probablement l'air d'une folle. Mais mon regard était d'une détermination féroce. Une voix crépita dans l'interphone. « Oui? Qui est-ce ? Monsieur le procureur,
Je suis Élise Laurent, la femme du docteur Marc Laurent, ai-je dit, parlant d'une voix forte et claire. Je suis désolé de vous déranger à cette heure tardive, mais je détiens des preuves irréfutables d'une fraude financière massive impliquant mon mari, 3 millions d'euros détournés et des comptes offshore. Des fraudes qui sont en train d'être finalisées ce soir même dans mon propre salon. Si vous m'ouvrez, je vous offre sur un plateau d'argent le plus gros scandale financier de votre carrière. Si vous refusez, mon mari quittera le pays la semaine prochaine et la fondation suisse sera ruinée. Le silence à l'autre bout de l'interphone sembla s'étirer pendant une éternité. Puis, un déclic sonore retentit et le lourd portail en fer forgé s'entrebâilla lentement. J'avais réussi. J'étais dans la place. Le procureur Vasseur m'a reçu dans son bureau privé, une pièce austère tapissée de recueils juridiques, empestant le tabac froid. Il était en tenue décontractée, manifestement contrarié par mon irruption, mais ses yeux brillaient d'une curiosité prédatrice. Je n'ai pas perdu une seconde en larmes ou en jérémiade. Je me suis assise face à lui et j'ai posé mon téléphone sur son bureau en chêne massif. « Regardez les photos », ai-je dit simplement, la voix glaciale. Elles ont été prises il y a moins de 2 heures sur le téléphone secret de mon mari, caché dans le coffre-fort de sa bibliothèque. Vasseur a ajusté ses lunettes et a commencé à faire défiler les images. Le silence dans la pièce était lourd, seulement troublé par le crépitement de la pluie contre la vitre. J'observais son visage, guettant la moindre réaction. Au début, il affichait un scepticisme poli, mais plus il lisait les conversations WhatsApp entre Marc et sa mère, plus il détaillait les captures d'écran des relevés bancaires falsifiés et des montages des sociétés écrans aux Bahamas, plus son expression se figeait, se durcissait. « C'est accablant », murmura-t-il finalement, relevant les yeux vers moi avec une nouvelle considération, dénuée de la moindre condescendance. « Mais Madame Laurent, vous comprenez que ces preuves, obtenues de manière non conventionnelle, pourraient être fragiles devant un tribunal si votre mari conteste leur authenticité ou la légalité de leur obtention. Je sais, ai-je répondu sans hésiter. C'est pourquoi je ne vous demande pas d'utiliser mes photos comme seule preuve. Je vous demande de vous en servir comme motif fondé pour ordonner une perquisition immédiate, ce soir. Maintenant, le téléphone secret est toujours dans le coffre. Les passeports y sont. L'ordinateur portable contenant toutes les fausses factures et les transferts frauduleux est ouvert sur son bureau en ce moment même. Si vous frappez à sa porte dans l'heure qui vient, vous le prendrez en flagrant délit de dissimulation de preuves. Vous saisirez le matériel original. Il n'aura même pas le temps d'effacer les disques durs ou de détruire le téléphone. Vasseur se pencha en arrière, croisant ses mains sous son menton. Il m'observait comme on observe une anomalie fascinante. J'étais la femme trompée, trahie, ciblée pour être jetée en pâture à la justice à sa place, et au lieu de m'effondrer, je lui servais la tête de son ennemi sur un plateau d'argent avec un plan d'attaque imparable. « Vous êtes consciente, dit-il lentement, que si nous lançons cette opération, votre vie telle que vous la connaissez est terminée, que vos comptes joints seront gelés, que le scandale éclaboussera inévitablement votre nom dans la presse locale avant que votre innocence ne soit officiellement reconnue. Monsieur le procureur, ai-je répliqué, plongeant mon regard dans le sien, implacable. Ma vie s'est terminée il y a 2 heures, quand mon mari a calmement planifié mon incarcération en buvant du champagne avec sa mère et un complice. Je n'ai plus rien à perdre. Je ne veux pas sauver ma vie, je veux pulvériser la sienne. Et je vous offre l'allumette pour allumer la mèche. Il a souri. Un sourire mince, carnassier. Attendez ici, je dois passer quelques coups de fil. Une perquisition en urgence à cette heure-ci nécessite de mobiliser l'équipe financière de la PJ. 20 minutes plus tard, j'étais assise à l'arrière d'une voiture banalisée de la police judiciaire. Camille, qui était restée dans ma voiture, avait été prise en charge par un officier et installée dans un autre véhicule. Elle devait être entendue comme témoin protégé, sa coopération étant cruciale pour attester de la présence des complices ce soir-là et de la préméditation du complot. Elle pleurait toujours, mais il y avait aussi du soulagement dans ses larmes. Elle avait choisi son camp, et ce n'était pas celui de son bourreau de frère. La pluie n'avait pas cessé lorsque le modeste convoi de 4 véhicules de police, gyrophares éteints pour préserver l'effet de surprise, a remonté la longue allée sinueuse de notre domaine en Normandie. Les 3 voitures de luxe étaient toujours garées près de la porte de service. La lumière filtrait chaudement à travers les immenses baies vitrées du rez-de-chaussée. À l'intérieur, Marc et ses complices pensaient être intouchables, protégés par l'obscurité de la nuit
l'isolement de la campagne et ma supposée stupidité. Je suis resté dans la voiture banalisée avec un jeune inspecteur qui m'avait été assigné pour assurer ma protection. Vasseur en personne dirigeait l'opération. À travers les vitres embuées de pluie, j'ai observé le ballet macabre qui s'est déroulé. Des hommes en civil, gilets tactiques siglés police sur le dos, ont encerclé la maison avec une efficacité silencieuse. 2 d'entre eux se sont postés à la porte de service, tandis que Vasseur et un groupe de 4 officiers se dirigeaient vers la majestueuse porte d'entrée en chêne sculpté. J'ai baissé très légèrement ma vitre pour entendre. Le fracas du bélier défonçant la porte d'entrée a déchiré la nuit, couvrant instantanément le bruit de l'orage. Le bruit du bois qui cède, sec, violent, définitif. Des cris ont immédiatement retenti à l'intérieur de la maison. Les voix de police. Personne ne bouge. Mains en évidence ont résonné dans le vaste vestibule, là où, quelques heures plus tôt, j'étais tapi dans l'obscurité étouffante d'un placard, terrorisé. L'inspecteur à côté de moi a allumé la radio de bord. Sécurisation du rez-de-chaussée en cours, 3 suspects maîtrisés dans le salon. Le docteur Laurent, une femme âgée et un individu non identifié. Matériel informatique sécurisé sur la table du salon, crachota la voix grésillante d'un policier. « Bien », répondit la voix calme de Vasseur sur les ondes. Équipe 2. Montée à l'étage. Bibliothèque. Coffre-fort mural dissimulé derrière la collection de poésie française. Étagère du milieu. Ne touchez à rien sans les techniciens. Nous avons besoin de tout ce qu'il contient tact. J'ai fermé les yeux, m'enfonçant dans le siège en cuir de la voiture. Le soulagement d'une intensité brutale m'a envahi comme une vague glacée. C'était fait. Le piège s'était refermé sur lui. Il ne pouvait plus m'atteindre. Il ne pourrait pas détruire les preuves. Il ne pourrait pas fuir aux Bahamas avec l'argent de la fondation et sa maîtresse. Environ 45 minutes plus tard, la scène était surréaliste. Les gyrophares avaient été allumés, projetant des éclats bleus erratiques sur les façades de pierre de la maison, transformant mon foyer de rêve en une véritable scène de crime. Les techniciens de l'identité judiciaire sortaient avec des sacs scellés contenant des ordinateurs portables, des documents papier et le fameux coffre-fort mural entier qu'ils avaient dû extraire du mur avec des outils spécialisés après que Marc eut refusé, dans un accès de rage impuissante, d'en fournir le code. Puis, on les a sortis. D'abord, le complice, l'homme à la voix rocailleuse. Il s'agissait, je l'appris plus tard, d'un ancien banquier d'affaires véreux, radié de sa profession, qui servait d'architecte financier au montage offshore. Il fulminait, le visage écarlate, menotté dans le dos, encadré par 2 agents imposants. Ensuite est apparue ma belle-mère, la femme qui m'avait souri lors du dîner de Noël, m'offrant un foulard Hermès tout en méprisant subtilement mes origines moins nobles, tout en planifiant de m'envoyer pourrir dans une cellule de prison. Elle était blême, ses cheveux gris impeccablement coiffés maintenant en désordre, les larmes coulant sur son maquillage soigné. Elle trébuchait sur les marches du perron, les mains menottées, hurlant qu'il s'agissait d'une terrible erreur, qu'elle était la comtesse de Rochemort, et qu'il n'avait pas le droit de la traiter ainsi. Et enfin, Marc, mon mari, le brillant chirurgien esthétique, le maître de la manipulation. Il a été poussé hors de la maison, menotté, encadré par 2 officiers de police qui le tenaient fermement par les bras. Il ne hurlait pas, il ne pleurait pas. Son visage était un masque figé de rage froide, un masque qui révélait enfin sa véritable nature, dépouillé de son charme toxique. Ses yeux scrutaient frénétiquement les voitures de police stationnées, cherchant une échappatoire, une réponse à l'incompréhensible effondrement de son plan infaillible. C'est à cet instant précis qu'il a aperçu la voiture banalisée où je me trouvais. L'inspecteur à côté de moi avait allumé le plafonnier pour lire un rapport. La lumière blafarde illuminait clairement mon visage derrière la vitre. Nos regards se sont croisés. À travers l'averse, à travers la nuit, à travers les gyrophares bleus, Marc a compris. La réalisation l'a frappé avec la force d'un coup de poing physique. J'ai vu son corps entier se raidir, ses yeux s'écarquillaient dans une expression de pure terreur et d'incrédulité. La gentille petite bourgeoise naïve qui ne comprenait rien, la femme docile qu'il avait prévu de sacrifier sur l'autel de sa cupidité, n'était pas à Paris. Elle était ici, assise confortablement dans une voiture de police judiciaire, observant silencieusement sa chute vertigineuse, comme une déesse implacable de la vengeance. Je n'ai pas souri, je n'ai fait aucun geste, je suis simplement resté là, le regardant avec une froideur absolue, jusqu'à ce que les policiers le forcent à baisser la tête et l'enfournent brutalement à l'arrière d'un fourgon de police,
La porte coulissante a claqué, le fourgon a démarré, et Marc Laurent a disparu de ma vie, englouti par les conséquences de sa propre arrogance. Les mois qui ont suivi cette nuit-là ont été une lente et méthodique dissection de l'empire corrompu de Marc. Je n'étais plus la femme apeurée cachée dans un placard, mais la témoin clé, froide et factuelle, d'une affaire financière qui allait ébranler la bourgeoisie régionale. Le procureur Vasseur, fidèle à sa réputation, n'a rien laissé passer. L'affaire a fait les gros titres locaux, puis nationaux. Le brillant chirurgien esthétique et son réseau offshore. Les journaux se sont régalés. Les preuves que j'avais photographiées, corroborées par la perquisition du coffre-fort et la saisie de l'ordinateur personnel de Marc dans le salon, étaient irréfutables. Le banquier d'affaires véreux a très vite craqué, négociant une réduction de peine en échange d'aveux détaillés sur la manière dont Marc avait falsifié ma signature électronique pour me désigner comme l'administratrice légale des sociétés écrans. Camille a tenu parole. Elle a témoigné sous serment, décrivant la scène dans le salon, les paroles exactes de son frère planifiant mon incarcération. Son témoignage a été décisif pour prouver la préméditation absolue et cruelle de Marc. En échange de sa coopération et du fait qu'elle n'avait joué aucun rôle actif dans la fraude, elle a échappé à toute poursuite. Elle est retournée à Londres peu après le début de l'instruction, coupant définitivement les ponts avec sa mère. La belle-mère aristocrate, elle, n'a pas eu cette chance. Inculpée pour complicité de fraude fiscale et recel de détournement de fonds, elle a vu ses comptes gelés, son prestigieux appartement parisien saisi et sa réputation mondaine réduite en cendres. Elle a plaidé l'ignorance, clamant que son fils l'avait manipulée. Mais les messages WhatsApp trouvés sur le téléphone secret étaient accablants. Elle réclamait ouvertement sa part pour éponger de nouvelles dettes contractées dans des cercles de jeux clandestins. Quant à moi, grâce à l'intervention du procureur Vasseur et au fait que j'avais moi-même dénoncé la fraude, je n'ai jamais été inquiété par la justice. J'ai demandé le divorce immédiatement, par l'intermédiaire d'un avocat spécialisé dans les litiges complexes, un homme redoutable recommandé par Vasseur lui-même. Marc, depuis sa cellule de la maison d'arrêt de Rouen, n'avait plus aucune ressource financière pour engager les ténors du barreau qu'il affectionnait tant. Les comptes de la clinique étaient bloqués, ses biens personnels saisis en vue du remboursement de la fondation suisse. Il a signé les papiers du divorce sans aucune résistance, un fantôme brisé par la perte de son pouvoir et de son argent. Le plus difficile a été de récupérer mon investissement initial. La procédure a pris près de 2 ans, une bataille juridique acharnée pour prouver que les 120 000 € de mon héritage n'étaient pas le fruit de la fraude, mais des fonds légitimes investis au tout début de la création de la clinique. J'ai finalement eu gain de cause. L'État m'a restitué cette somme avant de liquider les actifs restants de la clinique pour dédommager les victimes de Marc. Je n'ai pas gardé la grande maison en Normandie. Les souvenirs y étaient trop lourds, l'air trop chargé de mensonges et de trahisons invisibles. J'ai vendu ma part à l'État, qui l'a mise aux enchères publiques. Je n'ai même pas assisté à la vente. Avec mon héritage retrouvé, je suis retourné à Paris. J'ai pris un petit appartement lumineux dans le Marais, bien loin des quartiers guindés où j'avais cru vivre le grand amour. Au début, le silence de ma nouvelle vie était assourdissant. Il n'y avait plus de faux-semblants à maintenir, plus de mensonges à déchiffrer, plus d'angoisse sourde au creux du ventre. Il m'a fallu du temps pour réapprendre à respirer librement, à ne plus sursauter au moindre bruit inattendu, à ne plus analyser chaque parole pour y déceler une manipulation cachée. J'ai repris mon métier, avec une passion que je croyais éteinte à jamais. J'ai ouvert ma propre galerie d'art contemporain, modeste mais pointue. Je n'avais plus besoin d'un mari riche pour me légitimer. Je ne dépendais plus des promesses vides d'un homme qui ne me voyait que comme un dommage collatéral acceptable. Les premières expositions ont été un succès d'estime. J'ai rencontré des artistes vibrants, des personnes authentiques qui ne portaient pas de masque parfait. Un après-midi de printemps, environ 3 ans après cette fameuse nuit d'orage, j'organisais le vernissage d'une jeune sculptrice dont le travail sur la résilience m'avait profondément touché. La galerie était bondée, baignée par la lumière dorée du soleil déclinant. Je discutais avec un critique d'art quand mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était une alerte d'actualité locale sur mon application d'information. Le verdict est tombé. 7 ans de prison ferme pour le docteur Marc Laurent dans l'affaire de la fraude à la fondation suisse. Sa mère écope de 3 ans, dont un ferme. J'ai relu le titre 2 fois. 7 ans, 7 années pendant lesquelles le brillant chirurgien, le séducteur invétéré, le manipulateur cynique qui s'était cru intouchable, serait enfermé derrière des barreaux
dépouillé de son argent, de son statut et de sa liberté. Il paierait pour chaque mensonge, pour chaque acte de cruauté calculé, pour cette nuit où il avait paisiblement décidé que ma vie valait moins qu'un compte bancaire offshore. J'ai rangé le téléphone dans ma poche. Je n'ai ressenti ni jubilation explosive, ni pitié, juste un profond, un absolu sentiment de clôture. Le chapitre final d'un livre sombre et étouffant venait de s'achever. Je me suis tourné vers la foule de la galerie. J'ai attrapé une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait, et j'ai levé mon verre en direction de la sculpture monumentale trônant au centre de la pièce. Une silhouette féminine, forgée dans l'acier brut, semblant s'extirper d'un carcan de métal, rouillé, avec une force implacable. À la vérité, ai-je murmuré pour moi-même, le sourire aux lèvres, avant de boire une gorgée. J'avais survécu au monstre caché dans l'ombre, mieux encore, j'avais allumé la lumière.